Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sciences Po TV. Bonjour Frédéric Mion. Bonjour Manon. Bienvenue dans cette interview de rentrée. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Nous sommes actuellement au cœur du campus de l'Artillerie, le futur campus de Sciences Po. Alors petite précision, aujourd'hui nous sommes masqués pour respecter les distanciations sociales et au vu du contexte sanitaire. Tout d'abord, question sur le campus. Est-ce que le campus 2022, ça sera vraiment pour 2022 ? Assurément, ce sera pour 2022. Si vous m'y autorisez peut-être une petite précision sémantique, la partie du campus dans laquelle nous nous trouvons, nous l'appelons désormais le site de Saint-Thomas, par analogie avec ce que nous faisons pour l'ensemble de nos sites qui sont désignés par l'adresse par laquelle on y accède, donc le 13 rue de l'Université, le 1 place Saint-Thomas ou le 27 rue Saint-Guillaume. Ce site sera connu comme le 1 Saint-Thomas. Les travaux, comme vous avez pu l'observer en venant installer vos caméras dans cette salle, battent leur plein. Et je dois dire que les éléments du chantier qui sont visibles maintenant témoignent non seulement d'une belle activité, mais aussi déjà d'une réalisation qui est assez impressionnante, puisque dans les deux principales cours, les niveaux inférieurs ont déjà été constitués. Dans la cour la plus importante, la cour Griboval, on voit le pavillon de l'innovation qui a atteint son niveau ultime. Et de manière générale, donc, notre campus et ce nouveau site prennent corps de façon très visible sous nos yeux. Très bien. Et avec le Covid, les travaux ont dû être arrêtés finalement. Et est-ce que les travaux peuvent quand même avancer malgré le contexte sanitaire ? Les travaux, effectivement, ont été interrompus pendant la période stricte de confinement, donc pendant quelques semaines. Ils ont repris dès le début du mois de mai, bien sûr dans un contexte sanitaire un petit peu différent et dans le respect des protocoles définis pour le secteur du bâtiment et des travaux publics par le gouvernement en lien avec les professionnels, ce qui impose un certain nombre de précautions de nature sanitaire et qui ralentit un tout petit peu les opérations. Mais comme je vous le disais, j'observe que l'activité du chantier est très très soutenue, de sorte que nous espérons toujours, avec un froid réalisme, une livraison qui serait sans doute à la fin du dernier trimestre 2021, donc à temps pour notre anniversaire de 2022. D'accord, fantastique. Et est-ce que des logements étudiants sont toujours prévus aux alentours de l'école ? Vous en aviez parlé dans une précédente interview. Ça reste bien sûr une préoccupation qui est majeure. Comme vous le savez, donc, ce site ne pouvait pas accueillir lui-même des logements étudiants. Les prescriptions d'urbanisme le rendaient impossible. Mais depuis le début, nous avons fait état de notre volonté de développer l'offre de logements étudiants à proximité du campus. Nous poursuivons pour cela nos échanges très nourris avec le Crous, d'une part, avec la Cité internationale universitaire de Paris, d'autre part. À la rentrée dernière, je crois que nous offrions la possibilité d'accéder à des logements étudiants en nombre de 570 ou quelque chose comme ça, dont près de 400 à loyer social ou très social. Nous continuons l'effort pour aller un peu plus loin et bien sûr, nous souhaiterions accompagner l'ouverture du campus à la fin 2021 en ajoutant un certain nombre d'appartements ou de chambres à cette offre déjà assez significative. D'accord. Et le 29 août, The Economist titrait « Macron veut faire du plateau de Saclay le MIT français ». Est-ce qu'avec le campus de Saint-Thomas, nous allons devenir le Harvard français ? Harvard. Alors étrangement, j'ai observé dans les derniers classements, dans le dernier classement QS, que Harvard reste une place devant nous pour la science politique et la relation internationale. Mais je crois qu'ils ont eu vent de ce nouveau campus que nous sommes en train de constituer et qu'ils commencent sérieusement à trembler. Et si on change un peu de sujet, on va parler de la réforme du collège universitaire. Très bien. Donc les premiers élèves qui ont effectué le parcours civique entrent en master et ils sont les premiers à achever le parcours pensé avec la réforme du collège universitaire, 3 ans après son lancement. Quel est le bilan que vous tirez de cette réforme ? Est-ce que vous en êtes satisfait ? Alors la réforme dans son ensemble du collège universitaire, je crois que nous sommes relativement unanimes à constater qu'elle a produit les fruits qui en étaient attendus. L'idée majeure en fait, qui était poursuivie dans ce que nous avons appelé l'acte 2 du collège universitaire, c'était de nous doter d'un diplôme de premier cycle, un diplôme de Bachelor of Arts, c'est-à-dire un bachelor d'arts libéraux, qui soit plus homogène, c'est-à-dire qui offre une plus grande homogénéité à l'échelle de notre réseau de campus, qui soit plus fortement encore ancré dans les disciplines fondamentales qui constituent le cœur de la formation à Sciences Po, les grandes sciences sociales, et qui en même temps donne à nos étudiants la possibilité d'expériences construites dans la durée, d'interaction avec le monde et d'une intelligence du monde un petit peu différente liée à une action concrète menée sur lui. C'est à cela que le parcours civique notamment est destiné.
Quand on regarde un peu ce qu'a pu donner donc cette réforme au plan académique, j'observe que, bien sûr, il a fallu procéder à des ajustements au fil du temps, c'est normal pour toute réforme pédagogique d'envergure, mais je crois pouvoir dire que la grande majorité des étudiants ont trouvé leur compte dans ces réformes, du moins c'est ce que traduisent les comités pédagogiques élargis que nous tenons avec les élus étudiants et les représentants de chacune des cohortes. Pour ce qui est du parcours civique, plus précisément, qui constituait en effet l'une des grandes innovations en fait, de cet acte 2 du collège universitaire et qui, légitimement, au moment où nous avons décidé l'introduction de ce parcours civique, a suscité un certain nombre d'interrogations. Je constate qu'il a donné lieu à des réalisations qui sont tout à fait remarquables. J'ai eu la chance moi-même de pouvoir m'entretenir avec un certain nombre de nos étudiants qui achevaient leur 3e année lors du confinement. J'ai pu parler avec eux en Zoom, à la fois de l'expérience qu'ils vivaient pendant cette période étrange, mais aussi plus largement de leur scolarité et spécifiquement de la question du parcours civique. Et j'ai été très frappé de voir qu'ils étaient vraiment unanimes à décrire des expériences qui avaient pour eux, dans le cadre du parcours civique, été extrêmement fortes, très transformantes ou très transformatrices, y compris, j'allais dire même surtout, pour des étudiants qui avaient pu se montrer particulièrement interrogatif, disons, au démarrage de ce dispositif. Donc j'y vois une très belle validation de cette expérience, dont j'observe par ailleurs qu'elle a eu aussi des effets très bénéfiques dans la relation entre nos campus et les collectivités au sein desquelles ils évoluent, les villes dans lesquelles ils sont implantés, parce que nos étudiants concrètement ont été conduits à mener sur le terrain, dans ces villes, une action visible, une action concrète qui est perçue très très positivement par celles et ceux qui en ont bénéficié. Et pendant le confinement, les élèves de 3e année ont dû rédiger leur grand écrit. Oui. Et quel est le retour que vous avez eu sur ces grands écrits? Alors, il est un petit peu tôt pour avoir un retour consolidé. Les équipes du collège m'ont fait passer quelques grands écrits particulièrement remarquables pour que je puisse mesurer l'étendue des capacités de nos étudiants et de leur réalisation. Le jury du parcours civique et du grand écrit se tient dans quelques jours, je crois, autour du 22 septembre. Donc nous en saurons un petit peu plus à ce moment-là. Mais je crois que pour l'instant, en tout cas, celles et ceux qui ont été amenés à lire ces grands écrits, à les évaluer, sont globalement très impressionnés par ce qu'ils ont vu. Merci beaucoup. Et donc, on va aborder maintenant la question de l'avancement de la réforme d'admission au collège universitaire, qui est également en cours. Quel message est-ce que vous auriez pour les élèves qui sont actuellement en terminale et qui sont en train de préparer leur dossier pour Sciences Po? Les conseils pour les futurs candidats. Le premier conseil, ce serait de ne pas mollir en ce début d'année, puisque, vous le savez, nous prenons très au sérieux l'examen du parcours scolaire de nos candidats. Et donc, pour ceux qui ont fait une bonne seconde, une bonne première, il s'agit de réussir maintenant un très bon début de terminale. Et quand je dis début de terminale, en fait, on va se projeter sur un peu plus que le premier trimestre de la terminale, puisque désormais, les dossiers seront à déposer plutôt vers la fin du deuxième trimestre, parlons semestre à Sciences Po, mais en trimestre encore au lycée. Donc, premier conseil, il faut travailler d'arrache-pied pour conforter, au moment de l'évaluation, le sentiment de l'excellence que nous recherchons dans les dossiers de nos candidats. Le deuxième conseil, peut-être tout aussi important que je souhaiterais leur donner, c'est d'être le plus possible eux-mêmes ou elles-mêmes, nos candidates et nos candidats, dans le dossier qu'elles et ils vont déposer. Pour avoir moi-même évalué pas mal de dossiers cette année, je reste frappé de ce que trop souvent les candidats se sentent manifestement un peu contraints à produire, quand ils décrivent leur motivation, des choses assez standardisées, assez stéréotypées, dont on voit bien qu'elles ont fait l'objet de beaucoup de relectures et de polissages divers. Je crois que ce qui compte pour quelqu'un qui évalue un dossier, c'est d'essayer d'y trouver quelque chose de la personnalité du candidat ou de la candidate qui a déposé ce dossier. Pourquoi? Parce que ce que nous cherchons à faire dans cette réforme des admissions, c'est bien sûr toujours d'aller chercher l'excellence académique, mais c'est surtout d'aller chercher les talents les plus divers, les plus variés qui soient. Or, ces talents, il faut qu'ils s'expriment d'une façon ou d'une autre dans le dossier. Donc j'encourage vraiment nos candidats, nos candidates à faire de ce dossier un acte personnel, un acte dans lequel ils mettent autant d'eux-mêmes qu'il est possible. Étant entendu que, comme vous l'avez probablement noté, le processus d'admission à Sciences Po, le processus d'évaluation, désormais repose sur 4 grands piliers. Il y a en premier lieu les notes du baccalauréat ou de ce qui tient lieu de baccalauréat pour les élèves internationaux. Il y a en deuxième lieu
les notes obtenues pendant les 3 années du lycée. En troisième lieu, il y aura les productions écrites des candidats, notamment autour de la motivation, mais sans doute aussi de la réponse à des questions qui figureront dans le dossier. Et puis le quatrième pilier, c'est l'oral. L'oral, c'est un moment de vérité par excellence, puisque c'est là qu'on voit les gens réellement s'exprimer et donner oralement, disons, tout l'aperçu possible de leur personnalité. Alors, justement, c'était ma question suivante. Est-ce que le dossier va changer? Est-ce qu'il y aura plus de rubriques? Le dossier va bien sûr être un élément très, très consistant, très conséquent de la réforme. Il est en cours d'élaboration et il sera diffusé le moment venu, bien sûr, auprès de tous les lycéens qui s'intéressent à notre établissement. C'est encore un petit peu tôt pour vous donner le détail, mais les choses sont bien avancées en la matière. Et en effet, il y aura des rubriques supplémentaires par rapport au dossier actuel. Et est-ce que l'école est prête pour l'admission, enfin pour l'entrée sur Parcoursup? Parce qu'a priori, c'est cette année. Sciences Po rentre sur Parcoursup. Alors, Sciences Po est déjà un petit peu entré sur Parcoursup dès cette année, avec une dérogation s'agissant de la date à laquelle les dossiers devaient être déposés et les conditions dans lesquelles les candidats se voyaient avisés de leur succès ou de leur insuccès à Sciences Po. L'an prochain, vous avez raison de le dire, c'est la première fois que nous allons nous caler intégralement sur le calendrier de Parcoursup. De ce point de vue, techniquement, les choses sont prêtes, mais tout cela suppose un énorme travail des équipes de Sciences Po, à la fois pour tenir les délais, mais aussi pour faire face à ce qui risque d'être un afflux de candidatures très important. Parce que le fait de pouvoir s'inscrire à Sciences Po en passant par ce grand portail qui est celui vers lequel se tournent tous les lycéens simplifie les démarches. Le fait qu'il n'y ait plus d'épreuves écrites, comme en passaient les élèves de la plupart des lycées du territoire national, ça change aussi un petit peu la donne et c'est de nature à susciter un nombre de candidatures plus important. C'est du reste l'un des effets que nous cherchions dans cette réforme que d'élargir les viviers de nos candidats. Donc nous sommes prêts, mais nous sommes surtout prêts à faire face à une vague de candidatures qui risque d'être assez significative. Le tout, je le disais, au bénéfice à la fois de plus d'équité dans nos procédures, d'une plus grande ouverture, notamment avec, vous le savez, une ambition renouvelée d'ouverture sociale et une ouverture surtout à tous les talents d'où qu'ils viennent. Très bien. Et à cause du confinement, toutes les grandes écoles, à l'exception de Polytechnique, avaient annulé leurs oraux d'entrée. Cela a entraîné des changements dans les profils des admis, avec notamment plus de femmes à l'ENS, même si ça peut s'expliquer par d'autres facteurs. Mais est-ce qu'on a vu cette année une modification du profil type de l'admis à Sciences Po? Alors, je reprends un tout petit peu ce que vous avez dit pour dire que Sciences Po n'a pas annulé tous les oraux d'admission, puisque en fait, la majorité de nos candidats ont passé un oral d'admission. Il s'agit des candidats de la procédure internationale et des candidats de la procédure CEP. Les seuls étudiants, ou en tout cas les seuls candidats et candidates qui n'ont pas eu à passer d'oral sont les candidats de la procédure dite nationale par examen. Et donc pour cela, en effet, l'admission a été décidée au bénéfice d'une seconde évaluation du dossier. Comme je le disais tout à l'heure, j'y ai moi-même contribué et participé. Je trouvais que c'était un exercice à la fois très délicat et qui supposait beaucoup de précision dans l'analyse. Ce qu'on observe très rapidement, disons, après un premier bilan de cette procédure, c'est qu'elle ne produit pas dans les grandes masses des résultats très différents de ce à quoi nous pouvions être accoutumés. Et donc je ne m'attends pas à ce que la promotion qui nous rejoint en cette rentrée 2020 soit à tous égards très différente des précédentes. Mais nous avons pu mesurer aussi, et d'une certaine manière ça valide la pertinence de la réforme qui prend effet en cette rentrée, nous avons pu simplement observer, précisément cette année, pour n'avoir pas pu organiser un oral pour l'ensemble de nos candidats, combien l'oral compte dans la façon d'appréhender la personnalité de celles et ceux qui veulent nous rejoindre. Et donc nous nous réjouissons beaucoup d'avoir eu l'intuition qu'il fallait impérativement maintenir ce rendez-vous oral, ce face-à-face avec les candidats, fut-il organisé par Zoom, ce qui sera sans doute le cas pour les prochaines années, pour connaître un petit peu celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre établissement. Mais justement, comment est-ce que c'était possible de choisir entre tous ces dossiers qui étaient déjà jugés excellents? C'était un travail, comme je le disais, difficile, très exigeant, qui nous conduisait bien sûr à reprendre un petit peu le fil du parcours académique de nos candidates et de nos candidats pour nous conforter dans l'idée qu'ils avaient le niveau académique requis, mais qui nous a conduit surtout à nous pencher avec plus d'attention sur les éléments de motivation mis en avant et sur l'adéquation entre cette motivation et le projet exprimé vis-à-vis de Sciences Po,
projet académique ou projet professionnel pour ceux qui en avaient un. Donc c'était un travail très fin, très délicat, mais auquel chacun s'est livré avec beaucoup de conscience professionnelle. Moi, le premier, j'ai été très studieux. Et sur le nouveau système d'admission, c'est un système qui se rapproche plus des universités anglaises ou américaines. Et que répondez-vous aux critiques qui disent que c'est un système qui est plus opaque que les épreuves écrites? Je ne crois pas beaucoup à cette critique de l'opacité. Tout processus d'évaluation, même l'évaluation d'une copie d'examen, suppose un jugement qui peut rester subjectif, même quand on corrige une copie d'histoire, peut-être un petit peu moins une copie de mathématiques. Mais en tout cas, la subjectivité est toujours présente dans un processus d'évaluation. Au cas d'espèce, nous allons bien sûr guider l'évaluation à laquelle vont procéder les évaluateurs, qui seront composés pour partie, une grande partie d'enseignants de lycée, une partie également d'enseignants de Sciences Po et de personnel de la maison. Nous allons guider leur évaluation avec des grilles très précises qui permettront de positionner nos candidates et nos candidats en fonction d'une série de critères qui seront très précisément définis. Donc il y a des moyens dont nous allons nous saisir de lutter précisément contre cette idée d'une sorte d'arbitraire qui pourrait jouer. Je ne suis pas du tout convaincu, en tout cas, que cette procédure serait d'une manière ou d'une autre moins transparente que nos procédures antérieures. Comme je le disais, elle aura une immense vertu, celle-là, c'est qu'elle placera tous nos candidats sur un pied d'égalité, puisque tous les candidats, d'où qu'ils soient issus, de l'étranger ou de France, métropolitaine ou outre-mer, de lycées de l'éducation prioritaire ou d'autres lycées, auront à présenter exactement le même type de dossier, donc seront jugés à la même aune. Donc on va parler maintenant de cette rentrée scolaire. Europe Écologie Les Verts fait la rentrée à Sciences Po pour la première fois. C'est la première fois qu'il y a une antenne du parti, après leurs résultats notables pour les dernières municipales. Est-ce que le vent du changement souffle aussi sur Sciences Po? Sciences Po a toujours été un miroir de la société française à bien des égards et un miroir du débat politique tel qu'il se déploie dans notre pays. Et donc, il me semble absolument naturel que Europe Écologie Les Verts fasse son apparition dans ce paysage politique propre à notre institution. Je n'ai pas eu d'ailleurs la curiosité de voir ce qui avait pu se passer dans les années 2000, au moment où l'écologie politique a commencé à s'affirmer fortement. Je n'exclus pas, si on regarde de près, qu'une antenne à l'époque du Parti Vert, quelle qu'ait pu être sa dénomination à ce moment-là, ait existé chez nous. En tout cas, il me semble absolument naturel que Europe Écologie Les Verts figure désormais dans l'offre politique vers laquelle peuvent se tourner les étudiants de Sciences Po. Ça me semble d'autant plus naturel que j'observe de façon continue depuis 5 ou 6 ans un renforcement de l'engagement de nos étudiantes et de nos étudiants sur les questions liées aux transformations de la planète, au climat et à tous les sujets qui sont ceux de l'écologie politique. Cet engagement prend des formes très variées, pas toujours des formes justement de militantisme partisan ou politique, mais cette forme-là me paraît évidemment tout à fait naturelle. Et d'une certaine façon, elle rencontre aussi très fortement les préoccupations que l'institution porte elle-même. Vous avez bien sûr en tête le programme Make It Work que nous mettons en œuvre depuis maintenant plus d'1 an pour rendre notre institution, j'allais dire, plus économe des ressources de la planète et de manière générale plus fidèle à l'idéal que nous nous faisons toutes et tous de ce que doit être des modes d'organisation, ou doivent être des modes d'organisation qui préservent l'environnement. Donc, je vois là une convergence d'énergie qui me semble très positive. Et j'ai une autre question. Amadou Diallo, qui est l'élève guinéen qui était bloqué en Grèce, est-ce qu'il a pu arriver en France premièrement et est-ce que vous avez l'assurance qu'il pourra faire sa rentrée dans des conditions optimales? La réponse est doublement oui, et je m'en réjouis beaucoup. Nous avons tous bien sûr suivi la situation d'Amadou très attentivement cet été, et quand je dis cet été, c'était même avant que la presse nationale ne se saisisse de son cas. Amadou a pu nous rejoindre le 2 septembre, il est donc présent en France, il a un visa étudiant qui lui a été délivré dans des conditions d'exceptionnelle célérité dès l'instant où son statut de réfugié avait été reconnu par les autorités grecques, puisque c'était ça qui bloquait en fait. Il va pouvoir donc faire sa rentrée sur le campus de Reims le 14 septembre comme tous les autres étudiants. Il bénéficie de la part de Sciences Po d'une bourse qui couvre intégralement ses droits de scolarité.
et de surcroît d'une bourse de vie qui va lui permettre d'assumer ses besoins dans le contexte de ce campus de Reims. Donc je dirais que matériellement, tout est fait pour lui rendre la vie aussi simple que possible. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le rencontrer, mais il a vu des gens de notre équipe qui indiquent qu'il est très motivé, très mobilisé pour participer le plus possible à la vie du campus, suivre les cours sur place ou pour beaucoup à distance, participer aux activités étudiantes. C'est un jeune homme qui a eu un parcours de vie évidemment incroyable, mais qui est un peu plus âgé que la plupart de nos étudiants de première année, donc il y a aussi une réelle maturité qui lui sera, je pense, un grand atout pour affronter l'année universitaire qui commence, ou pour l'embrasser plutôt que l'affronter. Et pour parler justement de la vie étudiante, comment est-ce qu'on peut maintenir la vie étudiante, qui est une des richesses et une des particularités de l'école, alors que tout se fait en distanciel? Mais ce que nous faisons là, c'est une manifestation éclatante de la vitalité de la vie étudiante. Nous sommes avec une équipe de Sciences Po TV qui, comme à toutes les rentrées, a trouvé les moyens d'organiser cette petite interview qui fait le bilan sur l'année qui se prépare. Je crois que chaque directeur ou chaque directrice de campus a pu veiller vraiment avec un soin très scrupuleux, en contact quotidien avec les associations étudiantes, notamment les BDE, BDA ou AS, mais pas seulement ces associations permanentes, a pu donc veiller à ménager tous les espaces possibles pour la vie étudiante, avec, je dois le dire, un sens des responsabilités extrêmement aigu de la part des responsables d'associations sur les conditions de sécurité sanitaire à assurer pour que la vie étudiante puisse se déployer justement. Et donc les masques et les distances physiques font partie de cet arsenal de mesures à prendre, mais évidemment chaque événement impose son lot de contraintes. Les espaces sont rendus disponibles dans la limite évidemment de la capacité autorisée compte tenu de la distance physique. Donc je crois que nous allons avoir une année qui sera très riche sur le plan de la vie étudiante et je m'en réjouis beaucoup. Et vous avez fait circuler il y a quelques jours un sondage pour savoir à peu près combien de personnes étaient retournées sur les campus. Est-ce que finalement c'est une majorité d'élèves qui est... C'est une écrasante majorité. Donc nous avons beaucoup d'élèves qui sont physiquement présents à proximité des campus, qui seront donc susceptibles d'accéder au campus dans le semestre qui s'ouvre. Je m'en réjouis, bien sûr, très très fortement. J'ai moi-même eu la chance de pouvoir rencontrer physiquement, quoiqu'à distance, nos élèves de première année du campus de Reims, du campus de Nancy, du campus de Paris. Je vais me rendre dans les jours qui viennent dans nos autres campus, du Havre, de Menton, de Poitiers et de Dijon. Donc ces moments de rencontre-là, dans nos espaces, nous n'étions pas certains en juin ou juillet qu'ils pourraient avoir lieu. Je me réjouis qu'ils aient pu avoir lieu et que la très grande majorité de nos étudiants nouvellement admis aient pu y participer. La situation est très évolutive. Nous le constatons tous les jours en écoutant la radio ou en lisant la presse. Et donc nous savons que notre organisation sera susceptible de devoir s'adapter à des contraintes sanitaires qui pourraient aller en se renforçant si la situation de l'épidémie l'exige. Mais pour l'heure, en tout cas, nos étudiants sont là, ils sont bien là, ils ont l'air très motivés. Et concernant l'organisation des cours, une grande partie des étudiants ont la quasi-totalité, voire la totalité de leurs cours en ligne. Et cela suscite un mécontentement chez beaucoup d'élèves qui voudraient au contraire retourner dans les salles de classe. Est-ce que cette organisation peut basculer vers plus d'hybridité, voire plus de cours en ligne d'ici la fin du semestre ou de l'année? En fait, vous avez observé que nous avons choisi de communiquer très tôt sur les modalités d'organisation de notre rentrée. Nous l'avons fait dès la mi-mai, je crois le 14 mai, par un communiqué qui exposait le principe du double campus, le campus physique et le campus numérique, de l'hybridité des enseignements, et qui annonçait ainsi clairement la couleur à tous nos étudiants actuels et à tous nos candidats, notamment internationaux, sur le fait qu'ils pourraient, quoi qu'il arrive, suivre l'intégralité de leur semestre de formation, quel que soit le lieu dans lequel ils se trouveraient au moment de la rentrée ou dans le courant du semestre. Et je crois que cette promesse, elle était absolument vitale et en tout cas, elle a été bien entendue puisque j'observe que nos candidats internationaux sont très très nombreux, pour ceux qui ont été admis, à avoir confirmé leur inscription, plus nombreux même que nous ne le pensions. Donc cette promesse, nous allons la tenir et l'équilibre qui a été retenu programme par programme, et les équilibres varient un petit peu en fonction des nécessités de certaines écoles ou de certains campus, cet équilibre, nous allons le tenir sur la durée du semestre. Et en effet, un enseignement qui a été prévu pour se dérouler entièrement à distance restera un enseignement à distance dans le courant du semestre. Et il en ira de même pour les enseignements qui se dérouleront dans nos espaces physiques tout en offrant une possibilité de connexion à ceux qui sont loin. Donc les équilibres sont ce qu'ils sont.
Bien sûr que dans un monde idéal, nous souhaiterions tous nous retrouver dans des salles de classe sans masque, comme nous avons l'habitude de le vivre et de le pratiquer à chaque rentrée. Là, nous avons choisi un dispositif qui assure l'égal accès de tous nos étudiants à leur offre de formation et qui nous met à l'abri d'éventuelles mauvaises nouvelles dans l'évolution de l'épidémie et qui nous assure donc de la continuité pédagogique pour le semestre. D'accord. Et donc avec peu, voire pas de cours en présentiel, comment lutter contre le décrochage scolaire et comment prendre soin aussi, ça c'est une question qui nous a été posée et qu'on nous a demandé de vous poser, comment prendre soin de la santé mentale des élèves aussi qui pourraient, pour certains qui vont rester enfermés chez eux toute la journée. Alors, sur l'enfermement chez soi, je ne suis pas très inquiet dans la mesure où, sauf dans les pays qui sont encore assujettis à un confinement très strict, le fait de suivre des cours à distance n'impose pas de rester toute la journée chez soi devant son ordinateur. L'expérience montre d'ailleurs que vos camarades, et je m'en réjouis, ont toutes sortes d'autres activités que les cours à suivre et donc sont capables de sortir de chez eux pour beaucoup de motifs très, très légitimes. Je crois néanmoins que la question que vous posez, elle est importante. La question de la nature du lien qui doit se maintenir tout au long du semestre et qui doit rester fort et très vital entre chaque étudiant et l'institution et ses obligations académiques et extra-académiques. L'une des règles que nous avons choisi de maintenir, quand je dis nous, ce sont les conseils de Sciences Po qui ont voté le règlement de la scolarité adapté à cette rentrée, c'est celle de l'assiduité, mais d'une assiduité qu'on pourrait qualifier de positive. C'est-à-dire qu'au début de chaque enseignement en ligne, l'enseignant sera amené à faire l'appel, pas pour appliquer ensuite les règles habituelles de la défaillance qui, elles, ont été levées, mais pour voir combien d'étudiants sont effectivement présents et se mettre ainsi en situation de nous alerter sur le cas d'étudiants qui, à 1 ou 2 ou 3 séances, ne se seraient pas manifestés, parce que c'est ainsi que nous pourrons, nous, agir auprès de ces étudiants pour voir ce qui se passe, quelles sont les conditions auxquelles ils sont soumis, qui pourraient justifier leur difficulté d'assiduité ou de présence. Donc nous aurons une attention extrêmement grande à ces situations. Par ailleurs, vous le savez, nous avons sur tous les campus des dispositifs de réponse à des situations de difficultés psychologiques et donc des consultations qui demeurent assurées à distance ou là où c'est possible en présence des intéressés chaque fois que c'est nécessaire. Donc nous continuerons de faire vivre les dispositifs que nous avons pu expérimenter au cours du confinement avec maintenant un petit peu d'expérience acquise qui, j'espère, nous rendra encore plus efficaces pour assurer le suivi de nos étudiants. Très bien. Et comment vont se dérouler les examens pour cette année? Et s'ils devaient se tenir en ligne, est-ce que le contrôle continu comptera pour une note plus importante, pour une part plus importante dans la notation finale? Très bonne question. Alors, l'évaluation de chacun des enseignements, elle sera plus que jamais adaptée au contexte de chaque enseignement avec des enseignants qui, au début du semestre, préciseront les règles au cas par cas à leurs étudiants. En effet, notre souhait est que le contrôle continu revête une importance toute particulière parce que, on le sait, c'est celui qui permet de mesurer le plus continuellement l'effort et l'engagement des étudiants au fil du semestre, celui qui, sans doute aussi, évite les aléas d'évaluation à distance organisée dans un contexte un peu complexe. Donc le contrôle continu, qui est celui qui peut-être favorise le mieux les apprentissages, aura une place très importante. Pour le reste, il y aura des examens, bien sûr, comme toujours, à distance. Examens qui, comme on a essayé d'y veiller au semestre dernier, vont privilégier tout ce qui permet de mesurer les capacités de réflexion, d'argumentation de nos étudiantes et de nos étudiants. C'était ma question suivante, comment lutter contre les possibles fraudes, les possibles triches? Précisément en privant, disons, d'objet ou d'intérêt toute tentation de triche. Il y a bien sûr les moyens que nous connaissons pour réprimer, enfin pour repérer et réprimer la triche, à commencer par Urkun et tous les autres dispositifs de cette nature. Mais de manière plus, à mon avis, plus féconde, nous encourageons les enseignants à choisir des types d'exercices pour l'évaluation finale qui, comme je le disais, conduisent à solliciter davantage la réflexion, la capacité argumentative, que simplement l'accès à des connaissances qui, en effet, sont très faciles à trouver chez soi si on a libre accès à son ordinateur et à toutes les ressources auxquelles il permet d'accéder. Nous allons toutefois essayer, si les conditions sanitaires s'y prêtent,
d'organiser sous forme physique, donc dans les espaces habituellement dévolus à cet effet, notamment à Arcueil, s'agissant du campus parisien, d'organiser donc les galops d'essais de première et de deuxième année sous forme physique pour donner à nos étudiants un entraînement qui ressemble un petit peu à ce que nous faisions les années précédentes. Très bien. Et avec la rentrée décalée au 15 septembre, sur le calendrier, il n'y a pas de semaine de rattrapage, il n'y a pas de semaine de révision. Est-ce que c'est toujours d'actualité et comment vont faire les étudiants pour réviser? Alors vous avez raison, nous avons décalé la rentrée de 15 jours pour la rendre la plus, comment dirais-je, la mieux structurée et la mieux préparée possible, avec notamment une dimension qui est peu perceptible sans doute de la part de nos étudiants, mais qui a été très importante, qui a été la nécessité de transformer beaucoup de nos salles sur le campus parisien et sur les campus en région pour permettre à ces salles d'être accessibles à distance par nos étudiants qui ne seront pas sur les campus et qui pourront donc suivre en temps réel des cours dispensés dans ces espaces. Nous avons procédé à de gros investissements et les travaux se sont donc déroulés tout l'été, mais nous ont conduit à décaler un petit peu la rentrée. Ce décalage permet aussi de faire en sorte que les enseignants puissent se familiariser avec toute la gamme des outils numériques dont ils disposent pour faire des cours à distance. Nous connaissons tous maintenant assez bien Zoom. Il y a beaucoup de fonctionnalités de Zoom nouvelles et beaucoup d'autres dispositifs pédagogiques dont les enseignants devront se saisir, et ces 15 jours ont pu être utilisés à cela. La conséquence de cela, enfin, l'une des conséquences de cela, c'est celle que vous décriviez, c'est le fait qu'en effet, cette année, le calendrier ne laisse pas l'espace d'une semaine de rattrapage et de révision comme celle à laquelle nous sommes accoutumés. Ça signifie deux choses. Ça signifie qu'il faudra que nos élèves assument un travail régulier sur la durée du semestre qui tiendra lieu de semaines de révision. Et au fond, là aussi, je dirais que sur le plan pédagogique, c'est peut-être une meilleure façon de travailler que le fait de se dire « je n'ai pas fait grand-chose ce semestre, mais peu importe, j'ai ma semaine dans laquelle je pourrais ne faire que revoir mes cours et je tirerai mon épingle du jeu ». Je pense beaucoup plus que la progressivité des apprentissages les rend plus durables et plus féconds. Et s'agissant des rattrapages, il faudra les lisser sur la durée du semestre. Et bien sûr, ici ou là, ça pourra poser quelques petites difficultés, mais dès lors que nous sollicitons beaucoup moins nos espaces physiques pour les rattrapages que nous ne le faisons naturellement, je pense que ça ne devrait pas poser de problème insurmontable. Très bien. Et est-ce que vous n'avez pas peur que la valeur du diplôme soit affectée par les cours en ligne et les examens en ligne également? Alors vraiment, sur ce plan-là, je dois dire que je n'ai aucune inquiétude. Parce que le niveau d'exigence de nos enseignants sur le plan des cours qui seront assurés est absolument inchangé, et le fait que beaucoup d'apprentissages se déroulent à distance ne change rien sur ce plan. S'agissant des modalités d'évaluation, nous venons d'en parler, vous avez donc compris qu'elles resteront extrêmement cadrées et rigoureuses. Donc je n'ai aucune inquiétude sur la perception que d'aucuns pourraient avoir que le diplôme se trouve d'une façon ou d'une autre compromis dans sa qualité. D'ailleurs, les échos que je peux avoir de la part de celles et ceux qui recrutent nos étudiants après leur diplôme ne vont pas du tout dans ce sens. Il n'y a aucune inquiétude de cette nature qui s'exprime. Et à propos du diplôme, justement, la cérémonie de remise du diplôme de l'année dernière a été annulée. Est-ce que vous savez quel type de cérémonie est envisagée? Est-ce que vous attendez de pouvoir la faire à nouveau en présentiel ou une autre solution peut-être? C'est vrai que nous avons dû renoncer à cette cérémonie en juin dernier. Et je veux dire que ça a été pour l'ensemble des équipes qui s'occupent d'organiser ces cérémonies, et pour moi-même un crève-cœur de devoir y renoncer. Mais la situation évidemment ne se prêtait pas du tout à rassembler quelques milliers de personnes dans le cœur de Paris au cœur du mois de juin. Et donc ce que j'ai pu à deux reprises indiquer à vos camarades qui ont reçu leur diplôme, enfin en tout cas ont obtenu leur diplôme l'été dernier, c'est qu'il y aurait bien une cérémonie pour eux et pour elles, dont nous ne savons pas très bien quelle date elle pourra se positionner, puisqu'évidemment là aussi nous sommes totalement tributaires de l'évolution de la pandémie. Nous avions imaginé des possibilités en janvier prochain. Peut-être que ce sera trop tôt au regard justement de la situation sanitaire. Peut-être que nous nous tournerons plutôt vers le mois de juin, qui est traditionnellement le moment de la remise des diplômes, et donc nous pourrions traiter dans le même mouvement les diplômés 2020 et les diplômés 2021. Pour l'instant, c'est trop tôt pour vous répondre, mais en tout cas, je suis personnellement très attaché à ce qu'une cérémonie puisse être organisée pour les diplômés 2020. Très bien. Et est-ce qu'il y a un soutien qui est prévu pour les étudiants qui justement entrent actuellement sur le marché du travail, parce qu'on le sait, aujourd'hui, c'est très très compliqué?
Alors les équipes de notre service carrière ont vraiment beaucoup travaillé au cours de la période du confinement. Elles ont obtenu de la part de nos autorités de tutelle la possibilité d'une prolongation des conventions de stage jusqu'au 31 décembre 2020, c'est-à-dire bien au-delà de l'obtention effective du diplôme par nos jeunes diplômés. C'est une manière de permettre à ceux qui en avaient besoin de garder le pied à l'étrier pendant cette période. Toute une gamme de services est proposée par le service carrière qui va être d'ailleurs un petit peu détaillée dans les communications faites aux uns et aux autres dans les semaines et les mois qui viennent, mais il y a vraiment, je dois le dire, de la part des équipes, un redoublement d'énergie pour répondre à cette situation très singulière, très particulière. Et alors moi il me reste 2 questions. La première, c'est comment est-ce que vous, personnellement, vous avez vécu le confinement? Comment est-ce que j'ai vécu le confinement? D'abord, je l'ai vécu à Paris, non loin de notre institution, enfin en tout cas chez moi. Il me paraissait évident que, compte tenu de la responsabilité qui est la mienne, même si Sciences Po était fermée, je ne pouvais pas m'éloigner trop de la rue Saint-Guillaume. Je l'ai vécu, d'abord, je dois le dire, en éprouvant un sentiment d'être un petit peu désorienté les premières heures du confinement, en me demandant un petit peu dans quel univers nous étions projetés, mais très vite, ce qui a pris le dessus, ça a été la nécessité de se mettre à la tâche avec beaucoup d'énergie. Donc ça a été un confinement très studieux pour moi et pour toutes les équipes qui m'entourent, puisque je pense que vous le devinez, mais c'est mieux de le dire, ces équipes ont travaillé d'arrache-pied vraiment pendant cette période pour assurer la continuité pédagogique pour le semestre, pour décider de ce que seraient les modalités d'évaluation et de diplomation du semestre en question, pour traiter la situation de tous vos camarades qui étaient en 3e année dans des pays très divers de la planète et dont il fallait s'assurer qu'ils étaient dans des situations de sécurité à la fois sanitaire et physique et qu'ils pouvaient retourner chez eux s'ils le souhaitaient. Pour préparer aussi, bien sûr, cette rentrée, et avant même la rentrée, pour mener à bien les procédures d'admission. Donc ça a été un moment d'intense, très intense activité pour mes équipes et pour moi-même. Ça a été aussi une période au cours de laquelle j'ai veillé avec beaucoup de soin à maintenir continuellement le fil avec les équipes, au fil de réunions, de coups de fil et autres. Et puis peut-être à un titre plus personnel, ça a été aussi un moment dans lequel, très étrangement, et de manière assez belle d'ailleurs, les relations avec les proches ont été caractérisées par une forme nouvelle d'intensité. Ceux-là même qui étaient loin et séparés redevenaient tout à coup très proches par l'usage intensif du téléphone qui a tendance un petit peu à se perdre dans nos sociétés où on s'envoie tout le temps des textos et des messages WhatsApp. Soudain, on réapprenait à entendre la voix des siens au téléphone et on se trouvait projeté quelques années en arrière. Donc ça a été une période très riche, très intense, qui est passée finalement beaucoup plus vite qu'on aurait pu le croire. C'est aussi une période dont je suis sorti avec soulagement le 11 mai, quand j'ai pu remettre pour la première fois les pieds à Sciences Po. Et il est assez régulier qu'on vous demande un conseil culturel. Est-ce que vous auriez une recommandation de lecture, de sortie, alors pas théâtre en ce moment, pas trop, mais de cinéma ou... Bonne question. Je suis contraint d'avouer que je ne suis pas allé au cinéma depuis très longtemps et que je n'ai pas tellement suivi l'actualité cinématographique de cette rentrée. Ce qui m'a frappé pendant le confinement, c'est que je m'étais imaginé que comme j'allais être enfermé chez moi, j'aurais beaucoup de temps pour lire, par exemple. Et en fait, j'ai eu peu de temps pour lire, et le peu de temps libre dont je disposais, j'ai observé que j'avais finalement pas tellement l'envie de le consacrer à la lecture, donc j'ai regardé comme tout le monde des séries, etc. Comme beaucoup de gens que je côtoie, j'ai regardé pendant le confinement les 5 saisons du Bureau des légendes que vous avez tous vues, et donc c'est un conseil déjà périmé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais dans le Bureau des légendes, ce qui m'a beaucoup réjoui, c'est que la plupart des fonctionnaires de la DGSE ont fait Sciences Po, et on parle expressément du campus de Menton. Enfin bref, c'est une série qui est bien renseignée sur notre maison, je m'en réjouis. Donc pour les conseils de rentrée, je n'en ai pas vraiment très précis à vous donner. Je me suis laissé dire que la Comédie Française, qui reprend ses activités, non pas dans ses locaux habituels de la salle Richelieu, mais au Théâtre Marigny, a réussi à programmer un automne qui va être très riche, avec notamment 2 spectacles de quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est déjà venu s'exprimer à Sciences Po, qui est Guillaume Gallienne, qui va donner un one-man show
une petite pièce de Dario Fo sur Saint-François d'Assise et ensuite Le Malade imaginaire. Donc pour ceux qui sont à Paris, peut-être que c'est le conseil culturel de la rentrée. Fantastique, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette interview et on se retrouve très bientôt sur Sciences Po TV. Merci beaucoup. Merci à vous Manon.